Bonsoir à toutes et merci d'être avec nous ce soir à la Maison de la Poésie. Bonsoir Gabriela Zalapi. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion de la parution de Hilaria ou la désobéissance, paru aux éditions Zoé et récemment récompensé par le prix Blue Jean-Marc Roberts. Alors, il s'agit de votre troisième livre, après Antonia, Journal, 1965-1966, et Willibald. Et on verra au cours de notre discussion qu'il existe un lien fort entre ces trois textes qui s'appuient de différentes manières sur votre histoire familiale et sur des archives, notamment photographiques, mais pas que. Quelques mots pour rappeler que vous êtes né à Milan, d'origine anglaise, italienne, suisse, avec un petit détour par l'Autriche aussi. On en parlera peut-être en abordant Willibald. Et puis vous êtes par ailleurs plasticienne. On verra comment cette activité peut-être influence votre activité d'écrivaine. Alors, Hilaria ou la conquête de la désobéissance, c'est le récit d'une petite fille de 8 ans. On est en mai 1980 et elle est enlevée par son père à la sortie de l'école. Les parents sont séparés. Le père et la fille ne se voient qu'une fois par mois et soudain, elle va être arrachée à sa mère et à sa sœur. Et pendant 2 ans, elle va vivre une cavale à travers l'Italie, Trieste, Bologne, Rome, la Sicile. Elle est ballottée dans des hôtels au gré des combines de son père qui se débrouille comme il peut pour trouver de l'argent. Et puis en toile de fond, elle perçoit par la radio le contexte politique de l'époque, les violences, les enlèvements commis par les Brigades Rouges et puis la traque de ces militants par la police. Je sais qu'il y a une phrase de Rilke que vous aimez bien qui dit au fond qu'il faut se consacrer aux choses que nous sommes les seuls à pouvoir écrire. Est-ce que vous aviez ça en tête en commençant l'écriture de ce texte ? Oui, c'est ce qui m'a décidé à l'écrire, en fait. C'est précisément ça, ce sentiment que si j'avais un texte à écrire encore, ben c'était celui-là. Ouais. Quelle question d'écriture vous vous êtes posée ? Parce qu'au fond, cette histoire, c'était comme une béance, enfin, comme une sorte de trou autour duquel vous vous tourniez, dont vous n'osiez pas vous approcher. Donc, comment s'en saisir par l'écriture et quelle question d'écriture ça pose ? Ça m'a posé la question de la distance, en fait, de la juste distance, quand il s'agit de tricoter un texte à partir de faits réels. Comment est-ce qu'on y... qui sont plutôt douloureux. Comment on fait pour maintenir une distance et écrire un texte qu'il devienne un texte, en fait, qu'il devienne, enfin, comment construire un personnage, cet enfant, Hilaria, comment on fait pour, quelle juste distance on garde pour pour créer un nouveau un personnage. Comment on écrit la voix d'une enfant aussi. Ça a été un fruit d'une grande recherche, en fait. Comment le fait de parler à partir de la voix d'une enfant de 8 ans, qu'est-ce que ça implique en termes de vocabulaire, en termes de rythme, où placer la virgule, par exemple, comment on saute du coq à l'âne,
sur quoi va s'attarder une enfant, quel détail est-ce qu'elle va prendre de l'extérieur, comment comment est-ce qu'elle se construit son monde, comment son monde intérieur va se construire et comment est-ce qu'elle le nourrit. Voilà. Et donc, j'ai pas mal travaillé sur, voilà, par exemple, sur des phrases, en essayant de faire des phrases courtes avec un vocabulaire assez restreint. Aussi beaucoup un monde qui passe à travers le regard et des détails très particuliers, comment elle s'attarde sur des regards bien particuliers, ou par exemple les caries, combien de caries ont les gens qu'elle rencontre. Elle essaye de compter les caries parce que c'est un truc qui la préoccupe. C'est un peu une bête. Les ongles d'une caissière au supermarché. Voilà, les ongles. Voilà, comment... aussi, le regard, l'ouïe, le corps beaucoup, comment ces émotions traversent son corps, se placent dans son corps, la température, des choses un peu entre guillemets primaires comme ça, les sens qui sont en lien avec les sens en fait, de façon très basique. Est-ce que vous voulez lire un premier extrait pour qu'on entende justement cette voix? Mai 1980. À 8 ans, j'aime sentir le haut de mon corps suspendu dans le vide, le contact de mes genoux repliés sur le métal. J'aime l'instant où je ferme très fort les yeux, lâche prise et laisse le vertige me traverser. Quand mes mains sont à plat sur le noir de l'asphalte, c'est que j'ai dépassé ma peur. Et là, l'image de ma gymnaste préférée, Nadia Comaneci, arrive. Elle a les bras grands ouverts. Victoire. C'est en position cochon pendu que je passe mes récréations, que j'attends Anna, ma sœur. Ce matin, elle m'a dit en partant, on se voit ici et à l'heure, hein, sinon je rentre seule à la maison. Ici, c'est au pied de l'escalier, près de la barre de métal qui sépare le parking de la cour d'école. Hilaria, descends de là, nous allons chez Léon. Allez, viens. Je reconnais la voix de papa. Surprise, je soulève le pan de tissu de ma robe qui me cache la vue. C'est bien le bout de ses chaussures, c'est bien son ton impatient. Je fais une pirouette, retombe sur mes pieds, lisse ma robe. Anna va arriver. Non, 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 le programme a changé. Maman la prend à l'école et on se retrouve tous chez Léon. Viens. Je saisis sa main, elle est moite. Au fond, cette première scène et cette position du cochon pendu, c'est presque une métaphore du livre, en fait. Elle voit, le monde qu'elle voit est à l'envers. En tout cas, elle vit une situation à l'envers, en fait, oui. Elle vit une situation qui est à l'envers de ce qu'une enfant de 8 ans devrait vivre, c'est sûr. Ouais. Vous parliez tout à l'heure des coqs à l'âne. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez choisi la forme fragmentaire pour ce texte? Non, alors la forme fragmentaire, elle a plusieurs raisons. C'est une façon de... c'est une façon de laisser...
il y a beaucoup de blanc dans mon texte et c'est une façon de laisser en fait une place aux lecteurs, aux lectrices et aux lecteurs. C'est aussi une façon d'interrompre la narration. Je pense qu'il y a ça déchire la linéarité. Et je crois que ça fait aussi partie en fait, de ce que vit cet enfant. Cette interruption permanente de tout. Enfin, rien ne se répète. Au cours de ces 2 ans, elle n'a pas un quotidien qui se répète. Elle n'a pas de quotidien. Oui, et le quotidien, c'est précisément ce dont les enfants ont besoin, enfin, une forme de routine. Mm-hmm. Et c'est précisément, enfin, c'est l'une des violences qu'elle subit, c'est ça. Mm-hmm. Oui, il y a ça. Ça me permet aussi parfois de faire s'écouler du temps, de laisser de la respiration, de passer aussi, comme le texte est truffé de télégrammes, de laisser la place à ces télégrammes, en fait, qui sont le seul point d'accès que l'on a à la voix de Fulvio, son père. En fait, c'est les seuls moments où on peut entendre ce qui se passe chez Fulvio, pour Fulvio. Donc, voilà, il y a différentes raisons. Et ces télégrammes, c'est aussi le lien avec la mère, qui est hors champ. Mais pourtant, la violence de leur relation, le chantage qu'il lui fait, et là, ça rythme vraiment le texte par ces télégrammes, également par les coups de fil. Il est obsédé par les cabines téléphoniques. Dès qu'il peut, il s'arrête et il passe un coup de fil à la mère. Pourquoi cette décision de la laisser hors champ ? Parce qu'elle, c'était une façon de donner une qualité à sa présence qui, voilà, c'était une façon, de donner cette qualité-là, en fait, à sa présence. C'est un texte qui parle, alors paradoxalement, puisqu'on est en mouvement perpétuel, toujours sous la route, et paradoxalement, c'est un texte qui parle beaucoup d'enfermement, puisque la plupart des journées de cette petite fille se passent dans l'habitacle de la voiture ou dans des chambres d'hôtel, dans des lieux extrêmement clos. Comment avez-vous travaillé cette question de l'enfermement dans l'écriture ? J'ai essayé en fait de me servir de tous les éléments de la voiture, enfin déjà en fait d'une façon très matérielle, de me servir du rétroviseur, du pare-brise, des rétroviseurs, voilà, de la vitre, des éléments qui composent cet espace, mais aussi j'ai aussi beaucoup cherché comment démultiplier cet espace, de faire en sorte que on oublie presque qu'on est dans une voiture, en fait, enfin je sais pas si on oublie qu'on est dans une voiture, mais en tout cas en racontant le lien à son père, qui se trame aussi beaucoup dans cet habitacle, de dépasser l'habitacle. Aussi,
en parlant du paysage, mais pas tant que ça. Et puis, il y a bien sûr aussi l'accès à la radio. Le monde extérieur arrive par le paysage, par les arrêts qu'ils font dans les autogrilles, mais aussi beaucoup par la radio, avec la musique ou les nouvelles, en fait. Voilà. Alors justement, enfin, les nouvelles à la radio et la musique, ça nous donne une idée assez claire de l'époque, du contexte politique de l'époque, de ce qu'on écoutait comme musique. Comment avez-vous travaillé cette question-là? Est-ce que vous avez réécouté des choses? Est-ce que vous êtes replongé dans des archives de l'époque? Oui, j'ai beaucoup... j'ai fait pas mal de recherches, justement, radiophoniques. Qu'est-ce qui passait à la radio? Quelles étaient les pubs, par exemple? À un moment, j'avais pensé me servir de ça. Des publicités. Aussi de comment on parlait à la radio à cette époque-là. Et puis bon, bien sûr, les nouvelles, en fait. Je me suis servie surtout d'événements politiques pour ancrer le livre dans ces années de plomb, qui sont en fait une parfaite caisse de résonance qui sont à l'image de ce que vivent Fulvio et Ilaria dans cet habitacle, en fait. Cette confrontation, cette confrontation, en fait, une forme de confrontation avec, en même temps, beaucoup de choses très irrésolues. Toute cette question des années de plomb, des affrontements entre les brigades rouges et le groupuscule d'extrême droite. Ça reste des choses qui sont encore très irrésolues aujourd'hui encore, en fait, et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que je pense que c'était une façon de pas cette irrésolution, c'est une façon de pas enfermer ce récit, de pas enfermer cette expérience. Est-ce que vous voulez lire un deuxième extrait justement pour qu'on entende cette voix de la radio? Quand quelqu'un demande à papa où nous allons, il indique une ville à l'autre bout de l'Italie. Quand on lui demande quelle est sa profession, il dit entrepreneur, ingénieur, avocat. Un vrai homme orchestre qui parle tous les métiers, toutes les langues, tous les jargons. Papa ment avec naturel, très poliment, avec les yeux. Il donne un tas de détails comme s'il décrivait une image. Il fait ça si bien, il est si précis que tout le monde le croit. Mais tous ces mensonges ne changent rien à ce silence qui grandit entre nous. Un vrai sac de nœuds. Pourquoi inventes-tu toutes ces choses ? Qu'est-ce que ça peut bien leur faire où j'habite, ce que je fais ? Je suis avec toi, c'est le plus important. Papa me cherche des yeux, je baisse les miens. Ne t'en fais pas pour ces mensonges, ce sont des petits riens du tout. Allez, allume la radio. Le speaker. Edizione straordinaria. Aujourd'hui, mercredi 23 juillet 1980, le substitut du procureur de la République, Mario Amato, a été assassiné alors qu'il attendait le bus ce matin à 8h, Viale Ionio à Rome. Il a reçu une balle dans la nuque. Le meurtrier a pris la fuite à bord d'une moto de gros calibre conduite par son complice. Mario Amato enquêtait sur les groupuscules d'extrême droite qui sèment la terreur dans la capitale. Il aurait découvert des liens entre les institutions de l'État et la jeunesse d'extrême droite. Le pays, selon ses derniers propos, est au seuil de la guerre civile.
Vous disiez que, évidemment, ces nouvelles qui arrivent par la radio font écho à ce que vivent le père et la fille dans la voiture, mais au fond, est-ce que la petite fille est vraiment capable de comprendre ce qui se joue, ou est-ce que c'est juste la sensation d'une voix, en fait, qui lui fait peur Oui, non, je pense qu'elle se rend pas compte du tout de ce qui se joue à l'extérieur. Par contre, ça explique pourquoi il y a tant de policiers, pourquoi les gens sont arrêtés sur la route, en fait, parce qu'il y avait aussi des barrages de policiers qui arrêtaient les voitures, et c'est ce qui effraie beaucoup Fulvio, son père. Mais non, elle se rend pas du tout compte. Mais il y a une gravité dans l'air, en fait. Je pense que ça, oui. Mais la peur est vraiment un motif récurrent de ce texte. Je pense notamment à la première fois que Hilaria pénètre dans l'appartement de son père à Turin, et il lui dit « Ah, je voudrais te présenter quelqu'un ». Et en fait, ce quelqu'un est un mannequin. Et enfin, ça m'a fait penser à Psychose, en fait. mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Enfin, cet homme lui fait peur quand même. Il lui fait peur. En même temps, c'est son père. Elle l'aime. En même temps, il est alcoolique. Il est très instable. Il est imprévisible. Il est un très bon compagnon de jeu. Il est irresponsable. Il est orgueilleux. C'est un gamin. Enfin, il est beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qui m'importait beaucoup dans ce... C'était de ne pas être dans le rapport bourreau-victime. Je voulais pas que Fulvio soit uniquement un bourreau, le méchant qui enlève sa fille, parce que je pense qu'il est bien plus que ça. C'était un homme blessé, blessé parce que sa femme l'a quitté du jour au lendemain. Il est blessé, donc il est passionnément amoureux de sa femme. Il est comme un cheval fou qui réagit avec une espèce de folie, en fait. Et il est aussi fragile, il est instable, enfin tout ce que je viens de dire. Et puis néanmoins, c'est son père, en fait. Et elle l'aime et elle s'en occupe. Les rôles s'inversent parfois. Et elle, c'est une victime, mais en même temps, elle cherche la lumière, en fait. Elle est comme les enfants qui jouent sur l'état de ruine. Elle joue aussi. Elle cherche la lumière. Elle se rend pas compte de... Enfin, je pense que les enfants, sur le moment, ne se rendent pas... Ils encaissent beaucoup de choses, et c'est après coup aussi que cette question... que la douleur arrive, en fait. Elle peut aussi être, bien sûr, très présente sur le moment, mais il y a plusieurs temps à cette douleur. Voilà, peut-être, pour le dire comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui m'intéresse aussi dans la question, dans les rapports familiaux. C'est comment la narration peut changer. La famille, c'est quand même le premier endroit où on est narrateur. On raconte nos relations à nos parents ou à nos proches. Et cette narration, elle change avec le temps, elle change selon notre âge, elle change tout le temps, en fait. C'est une mémoire qui est à la fois très instable, qui en même temps reste très précise par rapport à certaines choses. Ainsi que les douleurs, en fait, qui peuvent se vivre dans le cadre familial. Est-ce que c'est ça l'un des sens de l'apprentissage de la désobéissance? C'est peut-être
désobéir à un adulte défaillant pour se réapproprier son histoire et devenir la narratrice de sa propre histoire? Dans le texte, en tout cas, ouais, Hilaria désobéit pour respirer, en fait, parce qu'elle étouffe. Et ces moments de désobéissance, ou ces tentatives de désobéissance sont une façon de prendre de l'air et de prendre sa place, parce que son père ne lui en laisse aucune, en fait. Il occupe tout l'espace. Il n'est occupé que par lui-même, en fait. Mais pour elle, le paradoxe, c'est comment on désobéit tout en restant loyal, parce qu'au fond, elle est quand même loyale envers ce père défaillant. Oui, et à plusieurs reprises, en effet, même si elle en peut plus de lui, même si elle souffre du comportement de son père, elle sent bien aussi, elle se rend aussi bien compte que le quitter ou partir, ça serait, ça ferait, elle se sent responsable de lui, d'une certaine manière. Elle se sent responsable aussi de son bien-être. Elle a peur de lui faire du mal, donc surtout pas partir, en fait, surtout pas le faire souffrir encore plus. Et toute l'ambiguïté, elle est là. À quel moment est-ce qu'on doit désobéir à ce qu'on aime pour se rapprocher de soi, en fait, pour aller vers son désir à soi. Je pense, ça c'est une question qui est là, qui est là et qui est tout le temps là. J'ai pas de réponse. Et dans le texte, l'un de ceux qui lui fait entrevoir une possible désobéissance, c'est un vieux docker sur le port de Livourne qui lui montre des affiches, des luttes sociales. Donc ça passe aussi par là, puisque je trouve que la question sociale est présente en filigrane dans votre texte. Oui. D'ailleurs, tout le monde désobéit d'un côté dans ce texte. En fait, il y a autant la désobéissance, des brigades rouges, de cette situation. En tout cas, il y a une rébellion face à l'État, la rébellion de cet ouvrier face au monde de l'industrie. Il y a Fulvio aussi qui désobéit aux règles. Qui désobéit en faisant quelque chose d'illégal, en kidnappant son enfant. Il y a différentes couches de désobéissance, on va dire. Ouais. Mais avec nos yeux d'aujourd'hui, on se dit, mais comment ça a été possible que cette cavale dure aussi longtemps ? Il n'y avait pas le téléphone portable. Fulvio était un homme très malin. C'est pour ça qu'il se déplaçait tout le temps. Il passait pas de nuit, à part à Rome, mais sinon il se déplaçait tout le temps. Et ouais. Et il avait trouvé en effet cette combine pour gagner de l'argent. On a l'impression d'être dans un film de gangster. Il va dans les gares, dans les bureaux des objets trouvés, et puis il dit à sa fille, tiens, choisis la valise la plus belle, et c'est en revendant les bijoux ou les objets qu'il gagne de l'argent. Mm-hmm. Oui, parce que comme c'était quelqu'un d'assez sociable, il adore discuter.
il est assez charismatique comme personne. Il a aucun problème à aller prétendre qu'il a oublié, qu'il a perdu sa montre, qu'il a perdu la valise, et donc aller réclamer des choses qui lui appartiennent absolument pas et qu'il revend ensuite. Il revend ensuite, en fait, et c'est comme ça, en effet, qu'il finance sa cavale. Et ça marche plutôt bien parce qu'il est accompagné d'une enfant et qui soupçonnerait. Mais il a quand même quelques alliés dans cette cavale, puisque au début, en effet, il s'arrête dans des hôtels, mais dans certaines villes, il va aussi être hébergé chez des amis, chez des personnes de sa famille. Et d'ailleurs, ces personnes vont aussi être des alliés pour Hilaria, puisqu'à certains moments, elle va pouvoir jouer avec d'autres enfants, enfin, elle va sortir de ce tête-à-tête avec son père. Enfin, là encore, tout ça est très, très ambigu et paradoxal. Mm-hmm. Oui, c'est ces personnes autour. Il y a la grand-mère, il y a les amis, où on peut se demander est-ce qu'ils sont complices, est-ce qu'ils sont... que faire de ce silence, en fait, enfin de leur silence, parce qu'ils sont pas dupes, ils se rendent bien compte de ce qui se passe, enfin que c'est pas très bien ce qui se passe, mais en même temps, ils laissent faire. Et il y a un personnage qui est important, qui est Vito, qui est l'employé de la maison de la grand-mère, qui lui joue un rôle néanmoins, enfin, il est très important dans le sens qu'il à la fin, à sa façon, il va sauver l'enfant d'une décision impossible à prendre. Mm-hmm. C'est un texte qui parle aussi, alors dans ces 2 années, à un âge vraiment décisif pour la construction d'un enfant. C'est un texte qui parle aussi de la découverte du dessin et de la lecture. Oui, c'est des éléments c'est le rapport à la créativité, à cette enfant bricole des livres, elle dessine, elle bricole des livres, mais elle apprend aussi, elle a peur des livres en même temps, et c'est pour ça qu'elle les bricole. Elle en fait d'abord des objets, et puis ensuite grâce à quelqu'un qui lui fera la lecture, elle va pouvoir, ça va lui ouvrir une porte, en fait. Et ces éléments-là, c'est là aussi qu'elle va trouver des respirations. C'est aussi pour occuper sa solitude, parce que même si elle est toujours avec son père, c'est cette solitude affreuse qui est quand on vit à côté de quelqu'un, mais qu'on est plus seul que tout, en fait. Et donc, c'est aussi des stratégies. Enfin, c'est pas comme ça dont elle... instinctivement, cet enfant fait ça. Est-ce que vous voulez lire l'extrait, justement, où il est question de lecture et de la découverte de la lecture ? Quand Isabelle la lit à haute voix, elle redresse son dos, éclaircit sa voix, prend son souffle. Un livre posé sur les genoux, elle tourne une page, 2 pages, 3, et me jette un regard pour voir si je suis là, avec elle. Elle reprend un sourire dans les yeux. Quand Isabelle la lit, elle coule à l'intérieur de sa respiration, ralentit, accélère. Chaque mot tombe dans son corps, l'ouvre, l'engourdit. Non,
excusez-moi. Je reprends. Pardon. Quand Isabelle la lit, elle coule à l'intérieur de sa respiration, ralentit, accélère. Chaque mot tombe dans mon corps, l'ouvre, l'engourdit. Des images défilent sous mes paupières. Je deviens mer, je deviens fil, je deviens baleine, je deviens sel. Quand Isabelle la lit, elle agite ses épaules, ses mains. Elle fait des pauses, accompagne les phrases, ondule. Ça te plaît ? Le salon se remplit d'air. Le vent siffle. Ouh, ouh. Isabelle a fait mine de s'interrompre, me regarde. Je fronce les sourcils. Continue, s'il te plaît. Je suis prête à nager, à sauter. Ne t'arrête pas. La bibliothèque qui jusqu'ici me faisait trembler m'attire maintenant. Si chaque livre contient un univers, comment faire ? Aurais-je le temps de tout lire ? Où ranger ces nouvelles sensations ? Après le repas, couché dans mon lit, l'histoire revient. Je mets de l'ordre dans les images et selon les soirs, c'est une autre histoire encore qui prend forme. J'y ajoute des personnages, des détails, des mots. C'est comme les enchaînements de Nadia Comaneci. Pour élargir le récit, il faut repousser les limites, désobéir à la logique, trouver l'endroit où le corps bascule et atteint un nouvel équilibre. Ça s'est passé comme ça pour vous quand vous étiez enfant ? Quoi ? La lecture ? Lecture, oui. Mais c'est sûr que la lecture a vraiment repoussé les murs de mon monde. Je me souviens. Enfin, il y a des textes qui m'ont vraiment marqué et je trouvais dans les livres ce que personne ne disait autour de moi. Enfin, il y avait une espèce de chape de béton autour, enfin de silence qui était aussi lourd, enfin qui était du béton autour de moi. Et les textes, me permettaient, les livres me permettaient de respirer, d'ouvrir, d'apprendre le monde. Et la peinture et le dessin, c'est arrivé à peu près à la même époque ? Le dessin, c'était avant. Et la peinture, c'était très... J'ai grandi dans une maison où il y avait énormément de tableaux, des grands tableaux. Et il y avait d'ailleurs un tableau qui représentait le sacrifice d'Abraham, qui était vraiment un peu comme ma télévision. Cet Abraham avec ce couteau à la main, c'était un tableau assez terrible. Enfin, ça représente une scène assez tragique où justement il est aussi question de désobéissance, de passivité, puisqu'Abraham doit sacrifier son fils Isaac. Oui. Voilà. Ouais. Et cet Isaac, il était extrêmement beau, mais totalement passif. Et c'est un tableau qui m'a beaucoup, que je comprenais pas quand j'étais enfant. Et donc oui, la peinture a été très importante. Le monde passait aussi par là.
Et ce tableau, le sacrifice d'Abraham, est au cœur de votre deuxième livre, Willibald. Peut-être avant qu'on évoque les deux précédents livres, puisque les trois forment quand même un tout, il y a beaucoup de passerelles entre les trois textes. Je me suis demandé, en lisant Hilaria, pourquoi, alors que les deux précédents livres sont vraiment dialoguent vraiment avec des images, donc les archives photographiques dans Antonia, ce tableau dans Willibald. Pourquoi Hilaria est un livre sans images? Il n'y en avait pas, enfin, et peut-être où les peu qui avaient étaient trop proches. Je ne trouvais pas la juste distance avec ces images. Alors que dans Antonia et Willibald, j'avais trouvé le bon espace à laisser entre ces images et moi, enfin faire aussi trouver une bonne place pour aussi les lectrices et les lecteurs, en fait. Comme pour moi, les images dans les deux textes précédents fonctionnaient aussi comme du texte, en fait, où déjà elles n'étaient pas légendées, donc c'était aussi pour laisser les lecteurs s'approprier ces images, faire leur propre légende, oui, qu'elles fonctionnent comme du texte presque. Et voilà, mais avec les images de Hilaria, il n'y avait pas la bonne distance. Vous avez une pratique de plasticienne. À partir de quel moment avez-vous eu besoin de vous tourner vers l'écriture et comment vous avez-vous dit que c'était ça le bon médium pour aborder cette question des archives familiales et de votre histoire familiale? Mais en fait, il est arrivé un moment où mon rapport à la peinture était assez conflictuel. Je n'arrivais plus à avancer. Je me sentais très bloquée. Et c'était devenu un espace très mental, chose qui est totalement aux antipodes de ce qu'est la peinture, qui est quand même un médium sensuel. Et alors il y a plusieurs choses. Il n'y a pas que ça. Enfin, il y a aussi des circonstances qui ont fait que j'ai dû me plonger dans des archives. Et toutes ces archives que j'avais à disposition qui me racontaient tant de choses. Et en fait, en commençant à écrire, j'ai retrouvé ce que je ne trouvais plus dans l'espace pictural, qui était cette notion de jeu. En fait, J-E-U G-E-U, oui. Oui, oui. C'était parce que la peinture n'était plus un espace de jeu, alors que l'écriture, oui. C'était tout d'un coup, je retrouvais de l'oxygène. Parce que, enfin voilà, je retrouvais ce plaisir de devoir chercher, d'être d'accord de me perdre, en même temps d'être d'accord qu'il y ait des règles, et puis de les transgresser, puis de bricoler, de coller, de me salir les mains. Enfin, je sais pas, tout ça, je retrouvais avec l'écriture, et c'est un espace que j'avais complètement perdu en peinture. Et est-ce que l'écriture a pour vous une fonction d'élucidation? Parce que pour les trois livres, il y a un mystère au centre de chacun des livres.
J'espère que... Non, moi je laisse les mystères où ils sont et je préfère ne pas... J'aime bien, en fait. Enfin, mon éditrice, Caroline Couteau, qui ne doit pas être loin, parlerait de secrets, en fait, du texte. Et c'est bien de le laisser. Enfin... Mais je me suis dit, en relisant Antonia, qui est donc le journal sur 2 années d'une jeune femme qui est mariée, qui a un fils, et puis qui va au fond tout quitter pour vivre une autre vie. C'est aussi une histoire de désobéissance. Mm-hmm. Oui, c'est une histoire, mais c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Et que, d'ailleurs, je me suis demandé, avant de venir, je me disais, mais un texte qui m'a vraiment... qui a été une avalanche pour moi quand j'étais ado, c'est Moravagine de Blaise Cendrars. Et il y a une phrase qui est restée gravée dans mon cerveau et qui ne m'a jamais quittée, c'est la lutte pour la survie et la lutte pour la non-adaptation. Et voilà. Enfin, quand dans Antonia, je pense qu'il est question de ça, en fait, une forme de survie dans un espace qui ne lui convient pas, et que malgré sa tentative de s'adapter, de faire tout bien, d'être the perfect housewife, non, elle ne trouve pas son espace et elle va désobéir aux règles sociales d'une façon assez violente, en fait. Mais c'est très beau de voir comment les 3 livres s'emboîtent les uns dans les autres, puisque au fond, Hilaria, c'est peut-être une réponse à une ellipse qui figure au début de Willibald, où une femme va quitter, avec ses 2 filles, va quitter l'Italie pour s'installer en Suisse. Et puis vous faites une ellipse de quelques années et on se dit que dans cette ellipse, c'est ce que vous racontez dans Hilaria. Ça, c'est vous qui le dites. Même si les personnages n'ont pas le même nom. Mais... Mm-hmm. Non, il y a un prénom qui est constant, qui est Antonia, oui. Qui est présent dans les 3 livres. Après, je pense que là, c'est la liberté. C'est la liberté, c'est votre liberté, c'est la liberté de chacun de décider qui est quoi et qui joue quel rôle, etc. Et c'est aussi la liberté que je me laisse à moi, en fait, peut-être de pouvoir continuer à écrire sur Hilaria, sur Antonia, sur Willibald, continuer à essayer de creuser ces personnes, ces personnages, en les abordant par d'autres angles. Voilà, il faut... Mais cette matière familiale est extrêmement romanesque, ne serait-ce que parce qu'on en parlait tout à l'heure, personne n'est né au même endroit dans cette famille, ce qui est complètement fou. Alors ça s'explique en effet par les guerres, par les déplacements, les exils, etc. Mais c'est une matière en soi extrêmement romanesque. Ouais, c'est vrai. J'y peux rien. Mais oui, j'ai un... dans ma famille, je vous disais... Je crois que sur entre 5 et 8 générations, personne n'est mort au même endroit. Et entre-temps, il y a eu de l'exil, il y a eu une langue, il y a eu une époque. Et tout ça, j'ai beaucoup d'archives
familial. J'ai une mère qui, par chance, enfin, je ne sais pas s'il y a une chance, mais en tout cas, elle n'a rien jeté. Enfin, oui, dans ce cas-ci. Et c'est un matériau autant photographique que épistolaire, que des documents de toutes sortes et qui sont fantastiques, enfin, qui moi en tout cas mettent en route mon imaginaire entre ce que je sais et ce que je lis et enfin, ce que les mythes, comment dans la famille les choses ont été racontées, ce que je constate dans les documents, les lettres que je lis. Enfin, il y a de quoi faire. Et ça dit aussi beaucoup de l'histoire du XXe siècle, parce que si on prend l'histoire de Willibald, donc l'arrière-grand-père de la narratrice, c'est un juif viennois qui a dû partir au moment de l'Anschluss, avec ce fameux tableau le sacrifice d'Abraham, et ça en dit beaucoup sur ce qu'ont vécu les juifs à cette époque. Absolument, et ça aussi, enfin, ce que je désirais dans Willibald, c'était aussi le mettre au présent, parce qu'en fait, oui, c'est un homme qui naît en, je sais plus, enfin 1900, enfin non, vers 1890, enfin je me souviens plus précisément, mais qui meurt dans les années 70. Il reste encore là, il est encore là parmi nous. Ou dans comment en fait ses ancêtres continuent d'exister à travers des objets, à travers des histoires, et comment en fait mettre cet homme au présent. Si j'ai commencé à écrire Willibald, c'est aussi parce que j'ai reçu des coups de fil, notamment d'un musée à Vienne, qui m'a dit, voilà, on a des biens à vous restituer, des biens qui ont été spoliés à vous restituer. Donc, en fait, cette histoire, elle n'est pas tant passée que ça, en fait. Et tout le processus de récupérer ces objets, tout ce processus avec le gouvernement autrichien à travers des mails, des rencontres, etc., il y a ça soulève beaucoup de questions. Ok, la Deuxième Guerre mondiale, c'était il y a un certain temps, mais ces répercussions, elles sont encore présentes. Ouais, voilà. Donc il était aussi question de ça, en fait. Il est aussi question de ça dans Willibald. Et à un moment, enfin, on voit la narratrice vraiment assise au milieu de ses archives quand elle va rendre visite à sa mère. Et enfin, on a l'impression que c'est vous qui maniez le matériau qui va servir à l'écriture. Oui, elle fait une timeline. Voilà. Oui, que j'ai. D'ailleurs, ouais. Oui. Il y a du vrai, du faux. Il y a un peu un petit cocktail, en effet. Oui. Comment le français est devenu votre langue d'écriture? Pourquoi? Je crois que c'est parce que c'est la langue dans laquelle je me suis construite. Parce que chez nous, c'était un peu un mélange de langues permanent. Et c'est la langue dans laquelle j'ai étudié. Et c'est aussi celle dans laquelle je me suis construite. Mais voilà, l'italien, ça reste
c'est pour moi une langue très émotionnelle, en fait. Très, ouais. Mais vous avez choisi dans Ilaria de mettre des petites phrases en italien, peut-être pour une question de rythme, non traduite, je précise. Oui, de rythme, mais aussi parce que tout ça se passe en Italie. Et puis j'aime bien aussi des fois... Enfin, j'adore les langues, j'adore ça, vraiment. Enfin, j'aime... Enfin, mais c'est aussi parce que j'aime bien introduire, je crois, un peu de l'étranger. De dire, ok, il y a aussi de l'étranger pas seulement dans l'histoire, mais que l'étranger, la langue étrangère ou l'autre étranger, c'est aussi, on peut deviner, enfin voilà, c'est vrai, il y a des phrases que j'ai pas traduites, mais parce que je pense que on peut les deviner, en fait. Il y a aussi ce rapport à deviner quelque chose, à pas être sûr, et c'est pas grave. Comme l'étranger, on n'est pas forcément sûr, ça demande une approche, et c'est pas grave, ça enrichit. Enfin, j'espère. On termine par une dernière lecture. Ce que vous voulez. Puisqu'on a parlé des trois textes, donc peut-être un extrait de Willibald ou d'Antonia, comme vous voulez. Mara lit le journal de bord de Willibald d'une traite, une fois, deux fois. Puis elle court dans la maison chercher Antonia. La mère a le nez plongé dans les casseroles. Mara lui lit à haute voix des extraits, lui cite les jugements glaçants de Willibald sur Esther. « Je n'ai pas le temps, répond Antonia. Sa main s'agite sèchement dans l'air. Willibald le fils, Willibald l'époux, Willibald l'industriel, Willibald le collectionneur, Willibald l'exilé, Willibald le phénix, Willibald le père. » Merci. Voilà, je rappelle que ces 3 livres sont publiés par les éditions Zoé et qu'ils sont en vente dans le hall de la Maison de la Poésie. Et que vous allez les signer, bien sûr, Gabriela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.